Cet épisode étant une suite directe du hors-série Arts martiaux ou sport de combat, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore vu cet ancien épisode à mettre la vidéo en pause et à aller le regarder tout de suite, sans quoi vous risquez d'être un petit peu perdu. Vous l'aurez compris, dans cet épisode, nous reviendrons sur les nombreuses facettes des pratiques martiales, qui pour rappel est un terme générique. Pour reprendre l'épisode précédent, nous avions vu que pour tout un tas de raisons, on divisait les pratiques martiales en deux ensembles, d'une part les arts martiaux et d'autre part les sports de combat. Nous avions aussi vu que selon la définition que l'on acceptait pour ces deux termes, mais aussi selon la discipline, le club, le style, etc., la frontière pouvait être plus ou moins poreuse. En réalité, si cela peut déjà paraître assez compliqué, c'est une approche trop simpliste des choses, puisqu'il existe tout un tas d'autres types de pratiques martiales qui ne relèvent pas vraiment des arts martiaux ou sports de combat. Et ça tombe bien, c'est justement le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Alors je précise tout de suite que cette vidéo est très subjective, et selon les personnes, les catégories et leurs définitions peuvent varier très fortement. De mon point de vue, au-delà des arts martiaux et sports de combat, on peut trouver 6 grandes catégories que l'on n'a pas encore étudiées dans cette émission. Et vu que je ne veux pas faire une vidéo d'1 heure, il va de soi que je vais aller assez vite sur chaque catégorie. La première catégorie, qui est celle qui nous prendra le plus de temps et que vous connaissez déjà sans doute, est celle de la self-défense. En effet, la self-défense n'est ni un art martial, ni un sport de combat. Pour ce qui est de ses objectifs, elle vise à apprendre à faire face à des agressions dans le cadre civil. À ce titre, elle comprend donc une préparation physique, technique et mentale à ce type d'agression. Point particulier, en self-défense, on étudie aussi des choses comme la communication non verbale ou la gestion de crise, justement pour éviter d'en arriver au conflit physique. Autre point important, contrairement aux arts martiaux, la self-défense ne vise pas à former moralement l'individu, ce n'est pas son but premier. Mais elle comprend cependant d'un certain point de vue un apprentissage juridique, avec notamment l'importance primordiale de la notion de légitime défense. En vrac, pour ce qui est des autres grands points, la self-défense est souvent, mais pas toujours, une pratique de court terme. On cherche à former rapidement des personnes à la défense personnelle, ces dernières s'arrêtant souvent avec la fin de leur sentiment d'insécurité. Autre point important, on ne trouve généralement pas de compétition en self-défense, ou du moins pas au sens de deux adversaires s'affrontant dans un ring. Un dernier point que je n'ai pas vraiment abordé dans l'épisode précédent, est que la self-défense, au même titre que les arts martiaux et sports de combat, est une discipline structurée, c'est-à-dire qu'elle dispose d'un éventail technique défini, de ses propres rituels, codes, structures, etc. Fait intéressant ou inquiétant, je ne sais pas trop, du fait du succès des méthodes de self-défense, de nombreux arts martiaux tentent de glisser vers ce type de discipline en abandonnant l'enseignement traditionnel, jugé trop encombrant et inefficace, pour une recherche qu'ils qualifient de plus pragmatique. Mais malgré tout, ces disciplines essayent souvent de jouer sur les deux tableaux, et on les reconnaît souvent par le jeu de termes comme défense ou de rue, derrière le nom d'une pratique martiale plus ancienne. Même si je dois avouer avoir un petit peu de mal avec ça, chacun fait ce qu'il veut. Le second grand ensemble, qui d'un certain point de vue s'oppose à la self-défense, est le close combat. Dans le close combat, le but est de neutraliser un ennemi, que ce soit définitif ou non. Notez bien que j'utilise le terme ennemi et non pas adversaire ou agresseur. Ces pratiques, qui comprennent une préparation physique, technique et mentale, ne sont pas des pratiques destinées aux civils, mais plutôt aux militaires, et ne s'encombrent donc pas de valeurs morales ou de concepts comme la légitime défense. Parmi les points importants de ces pratiques, on trouve une orientation à court terme, puisque principalement pratiquée en service actif, une absence de compétition et une structure. Pour citer quelque chose d'un peu plus concret, parmi ce type de discipline, on peut trouver des choses comme le Krav Maga militaire. Alors je dis bien le Krav Maga militaire, car il faut faire une distinction entre le Krav Maga civil, auquel on a tous plus ou moins accès, et le Krav Maga militaire, qui lui est réservé à l'armée ou à des sociétés de sécurité. Le troisième grand ensemble est celui des bagarres de rue ou combats de rue. Alors ce type de discipline, si on peut l'appeler comme ça, vise, comme son nom l'indique, à apprendre à se battre dans la rue. Ici on retrouve principalement une préparation physique et dans une très moindre mesure technique, les buts étant aussi variés que se défendre, attaquer une personne d'un autre groupe, prouver sa supériorité, etc. Pour ce qui est des autres points importants, on note que ce sont des pratiques à court terme, souvent pratiquées par des jeunes, il n'y a pas vraiment de compétition et de manière générale il n'y a pas de structure, par exemple, on ne trouve pas vraiment de technique définie. Si on voulait vraiment simplifier, on pourrait dire que ce sont des personnes qui s'entraînent entre elles dans le but d'aller casser la gueule de ceux du quartier d'à côté. Faisons un grand écart pour passer au quatrième grand ensemble, celui que j'appelle des formes de méditation martiale. L'objectif principal ici est la recherche du bien-être, de l'harmonie, de la paix intérieure, un peu tout l'inverse du cas précédent. Ces pratiques sont fondamentalement liées à la construction morale de l'individu. À noter que souvent, la recherche d'une efficacité martiale n'est pas la finalité première de ces pratiques, bien qu'elle soit souvent issue d'arts martiaux plus classiques. Techniquement parlant, le pratiquant cherchera plus à effectuer un mouvement parfait qu'un mouvement réellement efficace.
Parmi les points importants, il est à noter que contrairement aux 3 cas précédents, on vit ici une pratique sur le long terme. La perfection ne pouvant s'atteindre qu'avec la patience et souvent avec l'âge. Il n'y a ici normalement pas de compétition, l'ennemi étant intérieur. Cependant, comme vous en doutez, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Enfin, bien évidemment, il s'agit de pratiques structurées. Un bon exemple de ce type de discipline est le Kyudo, ou voie de l'arc. L'avant-dernier grand ensemble, qui partage beaucoup avec le précédent, est celui des pratiques martiales thérapeutiques. L'objectif est ici de maintenir le pratiquant en bonne santé, et ces pratiques donnent souvent une grande importance au travail du ki au sens d'énergie vitale, que nous avions vu dans un épisode précédent. Ici, comme dans le cas précédent, il n'est pas fondamentalement question de recherche d'efficacité martiale, même si encore une fois ces disciplines sont souvent issues ou accolées à des arts martiaux classiques. Pour en revenir comme précédemment aux grands points importants, on retrouve pour ainsi dire les mêmes, une pratique de long terme, l'absence de compétition et un aspect structuré. L'un des meilleurs exemples de ce type de discipline, pour le meilleur et pour le pire, est le Taiji Quan tel qu'il est trop souvent enseigné à l'heure actuelle en Occident. Enfin, le dernier grand ensemble est celui des pratiques martiales pognon. Le but ici est, pour le créateur, de se faire de l'argent en surfant sur l'image des arts martiaux, et ce en livrant un produit à un public cible qui n'a absolument rien à voir, hormis quelques noms, avec les arts martiaux. Désolé, je me suis trompé dans mes fiches. Le dernier grand ensemble, disais-je, est celui des pratiques martiales dites fitness, dont l'objectif principal est de se maintenir en forme ou de développer son corps. Ici, il n'y a pas vraiment de recherche d'efficacité martiale, et ce, quoique certains puissent laisser sous-entendre. Comme vous pouvez s'y attendre, il s'agit souvent de créations récentes, répondant aux mêmes besoins que des disciplines allant de la gym pour enfants au Zumba Fitness. Pour ce qui est des grands points, il s'agit de disciplines à court terme, puisque limitées à une population bien précise. Il n'y a généralement pas de compétition, et dans une moindre mesure, on peut dire que ce sont des disciplines structurées, même si souvent il n'y a aucun rapport avec une discipline martiale, hormis le décorum et quelques noms exotiques. Je ne vais bien entendu citer aucun nom. Maintenant qu'on a nos grandes catégories, se pose la question de leur application. Alors, si on pourrait penser que toutes ces catégories sont bien limitées, vous aurez sûrement compris pour ceux qui ont vu l'épisode précédent que c'est très loin d'être le cas. En réalité, une discipline peut se trouver plus dans l'une ou dans l'autre. Par exemple, le Taiji Quan peut emprunter à ces catégories-là. Le karaté a celle-là, voire si on a l'esprit très ouvert. Pour d'autres disciplines martiales, comme la capoeira, elle reste plutôt inclassable. Au final, comme c'est souvent le cas dans les arts martiaux, les choses dépendent non seulement de la discipline, mais aussi du style pratiqué, du club, etc., etc. Se pose alors une question. Pourquoi vouloir classifier les arts martiaux ? C'est vrai que cela peut avoir un intérêt limité. Les catégories ne sont pas très pratiques, voire presque inapplicables dans de nombreux cas, et de plus, cela n'a pas une grande influence directe sur notre pratique. De manière générale, on peut même dire que cette volonté de classification est plutôt occidentale. Mais d'un autre côté, le but de ces classifications, même si elles sont très approximatives et pas toujours très fiables, est de s'y retrouver parmi les très nombreuses pratiques martiales. Autre avantage, cela a aussi pour intérêt de nous faire nous interroger sur notre discipline, sur notre club, ce que l'on cherche dans la pratique. Au final, c'est un outil limité, certes, mais utile. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme toujours, je vous laisse les liens vers les réseaux sociaux, le site et le Tipeee si vous voulez nous soutenir. Je vous laisse aussi le choix entre 3 sujets que je n'ai pas encore décidé au moment de cet enregistrement. Comme toujours, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, de commenter et de la partager. Quant à moi, je vous laisse et vous dis à bientôt.